Bonjour à toutes et à tous. Je vais maintenant donc présenter le contexte dans lequel a été donc réalisé ce cahier de l'Académie, le cahier numéro 40, sur la réforme du régime de responsabilité, le régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics. Quatre aspects dans ce contexte de fonctionnement du groupe de travail. Il a réuni 13 experts publics et privés qui ont été très motivés et des experts, bien sûr, à la fois publics et privés de la profession du chiffre. Nous avons tenu en groupe de travail 4 réunions depuis alors qui se sont tenues à la fois en présentiel mais aussi pour certaines personnes en distanciel. Et ces réunions se sont déroulées donc depuis le mois de septembre 2022. Point essentiel, notre cahier concerne non seulement les responsables des fonctions financières, ordonnateurs et comptables, mais aussi les dirigeants qui ont une responsabilité financière dans les entités publiques ou privées qui sont soumises au contrôle des juridictions financières, mais pour des entités privées ou publiques qui ne respectent pas, qui n'appliquent pas les règles de la comptabilité publique. Je pense notamment aux entreprises publiques, sociétés d'économie mixte et associations. Et enfin, donc, dernier aspect du fonctionnement de ce groupe de travail, l'objectif a été d'expliciter donc les principaux aspects de la réforme et notamment les changements par rapport, je dirais, à l'ancien régime qui s'appliquait donc jusqu'au 31 décembre 2022, le nouveau régime s'appliquant donc à compter du 1er janvier 2023. Et au-delà de cette explicitation, de faire apparaître les interrogations que nous avions, voire les difficultés de mise en œuvre, car forcément, la nouvelle instance qui est unique, qui va maintenant juger les gestionnaires publics, aura appliqué donc une nouvelle jurisprudence, vu les critères d'appréciation des infractions qui ont changé par rapport à l'ancien régime, et le fait, par exemple, que le comptable public ne soit plus mis en DB, mais soit soumis à une peine d'amende, parfois conjointement, et je dirais même le plus souvent conjointement avec l'ordonnateur, ce qui est un changement très très important. Donc le résultat de tout cela, nous attendrons effectivement dans les semaines et les mois qui viennent. J'en citerai peut-être, si on en a le temps, quelques premiers arrêts qui ont été rendus par la Chambre du contentieux, qui est la nouvelle juridiction de la Cour, juridiction unique, donc qui va juger l'ensemble des gestionnaires publics dont les entités publiques ou privées sont soumises au contrôle des juridictions financières. Voilà donc comment sont présentés les travaux du groupe de travail. Je passe maintenant la parole à M. Nahum, le président de l'Académie. Je suis ravi d'être avec vous pour quelques minutes et permettre aux retardataires de se connecter. Euh, L'Académie des sciences et techniques comptables et financières, qui est un titre un peu ronflant, mais c'est l'Académie, est une création de l'Ordre des experts comptables quand j'en étais président national il y a une vingtaine d'années. Et elle a pour vocation d'accueillir des réflexions, des débats, des productions de personnes qui vont au-delà de la profession comptable, d'experts comptables, mais qui peuvent intéresser des avocats, des fonctionnaires, des enseignants, des salariés, des cadres de gestion, de comptabilité, de finances, juridiques, etc. Et donc d'élargir un petit peu le périmètre de la place du marché sur laquelle on peut discuter. Et là, le thème que vous avez abordé, cher monsieur Hernu, vous en êtes, je crois, à votre quatrième production, si je ne dis pas de bêtises, est un thème évidemment qui concerne, comme les précédents, la fonction publique. Et je suis vraiment très, très heureux que l'Académie puisse accueillir les réflexions que mènent des agents de la fonction publique sur leurs préoccupations, leurs problématiques et leurs sujets très professionnels. Alors, j'imagine que, évidemment, c'est un sujet
la responsabilité. Dès qu'on parle de responsabilité, je sais ce que c'est. En tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes, nous avons aussi des responsabilités, nous avons aussi des mises en cause civiles, pénales, etc. J'espère que dans les dispositifs que vous allez présenter, il y aura aussi une réflexion sur les problématiques d'assurance pour assurer les agents de la fonction publique quand ils ont besoin de se défendre et de prouver éventuellement qu'ils ont bien fait leur travail, etc. Et donc, voilà, je suis encore une fois ravi. Je vous remercie, cher Paul Hernu, de faire confiance à l'Académie pour vous accueillir. Je vois dans les cahiers que vous produisez le 40 qui est présenté aujourd'hui, que ce travail que vous menez avec Maestria produit des réflexions, peut-être aussi des suggestions qui peuvent intéresser un très large public. Donc, les uns et les autres qui êtes là, en tout, près de 150 personnes, entre les personnes présentes et les personnes en webinaire, n'hésitez pas à visiter le site de l'Académie. Toutes nos productions sont gratuites, vous pouvez télécharger librement et n'hésitez pas à publier dans vos cahiers et autres productions de la fonction publique pour que vos collègues puissent trouver dans ce cahier une source d'inspiration par rapport à cette nouvelle responsabilité financière. Dès qu'on dit responsabilité financière, ben, je pense que chacun pourra imaginer que c'est un sujet important. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vais vous laisser travailler. Bonne réunion et bons exposés. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président, et merci pour ces propos. Et bonne journée. Merci. Non, ça ne marche pas. Bon, j'aurais voulu passer à la slide, à la diapositive suivante, mais ça ne marche pas. Bon, alors, on va se passer de slide pour l'instant. Alors, donc, le cahier qui vous est donc présenté, que vous devez donc avoir qui est, sous la main, comporte 6 parties. Donc, une première partie classique sur l'organisation des administrations publiques. On a cru utile donc de rappeler comment étaient articulées les fonctions d'ordonnateur et de comptable dans les entités publiques qui sont soumises aux règles de la comptabilité publique, puisque le décret dit GBCP du 7 novembre 2012 n'a pratiquement pas été changé, tout au moins sur la nature des contrôles, que ce sont les articles 19 et 20 du décret GBCP qui n'ont pas été changés. Donc les contrôles respectifs classiques et les fonctions respectives classiques des ordonnateurs et des comptables n'ont pas été modifiées. Ce qui a été modifié, eh bien c'est l'arrivée, c'est-à-dire leur régime de responsabilité. La deuxième partie définira, donc là on entre dans le champ du nouveau régime, c'est le champ des justiciables. Le champ des justiciables, nous le verrons, qui a été transposé largement du champ des justiciables tel qu'il fonctionnait sous l'empire de la Cour de discipline budgétaire et financière. Troisième partie, le champ des infractions, les infractions qui étaient également, dont les principales étaient qualifiées, caractérisées également dans le Code des juridictions financières, dans le Code des juridictions financières par la CDBF. La quatrième partie traitera des conditions du partage de la responsabilité entre ordonnateur et comptable, puisque la nouveauté, c'est effectivement que dans la plupart des cas, le juge financier, la Chambre du contentieux des cours des comptes, aura à s'interroger sur la part respective de responsabilité pour une même infraction, d'une part de l'ordonnateur et d'autre part du comptable. Cinquième partie, bien évidemment, nous présenterons la nouvelle organisation juridictionnelle au niveau de la Cour des comptes,
la Chambre du contentieux, la Cour d'appel financière et, in fine, le Conseil d'État éventuellement en cassation. Et enfin, la dernière partie est très importante, le dispositif de contrôle interne comptable et financier dont il serait souhaitable qu'il soit étendu à toutes les administrations publiques, ce qui n'est pas forcément le cas, notamment dans le secteur public local, qui permettra donc de mieux discerner la responsabilité respective des acteurs qui interviennent sur la chaîne d'exécution des dépenses, mais aussi des recettes. Alors, je n'ai pas récupéré ma télécommande, donc il faudrait passer au slide suivant. Vous passez encore un slide. Voilà. Donc, les textes qui restent en vigueur, bien évidemment, les textes fondamentaux sur l'organisation de la comptabilité publique, c'est bien évidemment la LOLF, la loi organique sur les lois de finances, dont l'objectif essentiel a été d'accroître l'autonomie de gestion des gestionnaires de l'État, mais également des opérateurs de l'État. Et donc, le nouveau régime de responsabilité est en quelque sorte la contrepartie de cette extension d'une plus grande autonomie. Qui dit liberté dit responsabilité. Et donc ce nouveau régime de responsabilité vient en quelque sorte sanctionner en contrepartie la plus large autonomie de gestion des gestionnaires publics. Et le deuxième texte fondamental, c'est celui dont je parlais précédemment, c'est bien évidemment le décret GBCP, Gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre 2012, dont l'essentiel n'a pas été changé, notamment la portée des contrôles et la nature des contrôles du comptable public. Alors les textes qui ont été abrogés, donc le cahier vous présente donc fait un rappel sur les textes qui ont été abrogés pour vous permettre de mieux saisir les changements qui sont intervenus par comparaison. Et donc il rappelle donc quelles étaient les conditions de mise en jeu de la responsabilité des ordonnateurs devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Donc ce texte qui figurait dans le Code de juridiction financière a été abrogé et remplacé donc par toute une série d'articles qui définissent donc les nouvelles conditions de responsabilité de ces ordonnateurs. Alors, bien évidemment, le texte fondamental qui régissait la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, c'est-à-dire que l'article 60 de la loi du 23 février 1963 a été également abrogé, et notamment le fameux DB qui pouvait rendre débiteur le comptable public en cas de préjudice, c'est-à-dire qu'il le condamnait à rembourser les sommes irrégulièrement payées en cas de préjudice ou de s'acquitter des sommes qui n'ont pas été recouvrées en cas de recette. Eh bien, ce DB a disparu et donc est remplacé par une peine d'amende. Alors, si le DB, on pourrait y revenir, était rémissible et largement rémissible par remise gracieuse de la part du ministre en charge du budget, ce n'est plus le cas de l'amende. Donc ça, c'est aussi un changement. Donc il y a une atténuation, je dirais un petit peu de façade, de la peine qui pouvait être encourue par le comptable à travers le DB, par une substitution par une peine d'amende qui éventuellement pourrait être plus lourde, dans la mesure où celle-ci n'est pas rémissible, et n'est pas forcément non plus assurable. Il ne faut pas confondre, en raison du caractère semi-pénal de l'amende, celle-ci n'est ni rémissible, ni d'ailleurs admissible. Donc, ce qui veut dire que la peine d'amende sera une peine définitive. Mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Ce qui n'a pas changé non plus, je le disais à l'instant, ce sont les fonctions respectives de l'ordonnateur et du comptable, et en particulier donc le comptable, l'ordonnateur qui reste, et c'est très important dans l'appréciation de la responsabilité, seul en charge de l'opportunité de la présentation de son assemblée délibérante des opérations qu'il veut conduire. C'est lui qui a l'initiative, et à travers donc l'engagement, c'est lui qui engage le processus d'exécution de la dépense. Donc ça reste du côté de l'ordonnateur, bien évidemment. Le comptable, à l'arrivée,
étant le seul qui peut assurer le paiement des dépenses et recouvrer les recettes à travers un contrôle pour les dépenses que j'ai qualifié quand même de formel, contrôle de régularité, qui consiste pour lui à s'assurer de la présence des pièces justificatives au vu des nomenclatures qui définissent quelles doivent être les pièces qui doivent être présentées pour que la dépense soit considérée comme régulière. Voilà, c'est un petit peu donc la doctrine et la théorie. Donc, sur ce point, je voudrais passer la parole à Marie-Christine Barranger, qui va nous développer davantage ces fonctions respectives de l'ordonnateur et du comptable et des responsabilités. Merci Paul Hernu. Bonjour à toutes et à tous. Alors là, vous allez avoir le regard un peu du comptable public, puisque je suis actuellement comptable public, mais aussi un petit peu le regard ordonnateur de par mes anciennes fonctions, également côté ordonnateur. La réforme, cette réforme qui est mise en place depuis le 1er janvier 2023, elle est importante pour le comptable public sur 2 points. Déjà, elle réaffirme le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Ça, c'est un point important, parce qu'on pouvait croire que la suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public entraînait la suppression de cette séparation ordonnateur et comptable. Il n'en est absolument rien dans la réforme. Au contraire, cette séparation, elle est réaffirmée. On a toujours la réquisition qui existe. Elle est également réaffirmée, le principe de la réquisition. Donc ce point, il est important, il doit être noté. Et il est important aussi pour les comptables publics, autant pour les comptables publics que pour les ordonnateurs publics. Autre point important, donc comme le disait Paul Hernu, les contrôles restent inchangés. Donc les attributions de l'ordonnateur en matière de contrôle et du comptable public en matière de contrôle sont toujours inchangées. Le comptable public applique toujours les dispositions du décret de 2012, avec notamment ses articles 19 et 20 en matière de contrôle. Mais on a un point supplémentaire qui est octroyé au comptable public du fait de la réforme, c'est ce fameux droit de signalement. Quelque part, pour un comptable public, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir, de par le rôle de conseil qu'il a vis-à-vis de son ordonnateur. Le comptable public, au stade du paiement comme au stade de la prise en charge des recettes, également en gestion immobilière, qui sont des points importants mis en avant dans la réforme en termes d'infraction, voit énormément de choses. Il voit en bout de chaîne beaucoup de choses, de par le fait qu'il n'est pas juge de l'opportunité. Bien souvent, il respecte les articles 19 et 20, il a les pièces justificatives qui lui permettent de payer, qui lui permettent de prendre en charge, donc il fait le nécessaire. Mais il n'avait pas jusqu'alors cette faculté de pouvoir signaler de manière formelle à l'ordonnateur qu'il y avait éventuellement des dysfonctionnements en amont de la chaîne. Désormais, il l'a. Donc, quelque part, ça renforce son rôle de conseil vis-à-vis de l'ordonnateur. Il va pouvoir valoriser son rôle lors des contrôles qu'il fait. Et je le rappelle, ces contrôles, ce n'est pas seulement de la dépense. C'est aussi de la recette, c'est aussi en matière de gestion immobilière. Il voit énormément de choses. Donc pour moi, c'est vraiment un atout pour le comptable public de pouvoir avoir cette possibilité de signaler à son ordonnateur. Ça renforce les relations partenariales entre l'ordonnateur et son comptable public. Donc ces points sont importants, et derrière le fait que les contrôles sont inchangés pour le comptable public, oui, ils sont inchangés, mais ils sont renforcés quelque part, et renforcés dans un rôle beaucoup plus partenarial et beaucoup plus de conseil vis-à-vis de son ordonnateur. Le 4e point, je vais laisser Paul Hernu en parler sur les délégations de pouvoir et les délégations de signature, parce que c'est un point aussi important, on y reviendra dans la 2e partie également. Merci Marie-Christine. Oui, effectivement, les délégations déterminent qui est la personne en charge de l'exécution de la dépense ou de la recette à un certain stade, que ce soit au niveau de l'engagement, en matière de dépenses ou d'ordonnancement, et en matière de recettes également, qui doit émettre le titre et qui doit le mettre en recouvrement et qui doit le recouvrer.
Alors, délégation de pouvoir, délégation de fonction d'une part, délégation de signature, donc ils n'ont pas la même portée en droit administratif et en droit privé. Alors, la distinction, en fait, par exemple, je vais prendre le cas d'un maire ou d'un président d'intercommunalité. En droit de la comptabilité publique, il est l'ordonnateur principal, c'est-à-dire, et le seul, en tant que chef de l'exécutif, le maire est seul, ou président d'intercommunalité, est seul ordonnateur principal. Donc, à partir de cet acteur, vont se diffuser toute une série de délégations qui partent de l'ordonnateur principal. Et à chaque fois qu'il y a des élections, des renouvellements du conseil, bien évidemment, l'ordonnateur principal doit renouveler tout le champ de ses délégations. Alors, il délègue, alors je reprends le cas du maire, il délègue des fonctions à un certain nombre d'adjoints. Donc ça, c'est la délégation de fonctions. Et chaque ordonnateur principal ou ordonnateur délégué, donc délégué en fonction, peut lui-même déléguer sa signature à un certain nombre de collaborateurs. Dans les services, notamment le DGS, bien sûr, le directeur général des services, mais aussi les DGA, les directeurs généraux adjoints, voire le directeur financier. Et bien sûr le directeur des services techniques. Donc toutes ces personnes-là sont attributaires de délégations de signature. Alors, si cette distinction a un intérêt en droit administratif et en droit privé, en réalité, la jurisprudence du juge financier nous a prouvé, donc à travers la CDBF, que bien souvent, délégataires de fonctions et délégataires de signature sont attraits devant le justiciable pour répondre d'une même infraction. Donc cette distinction n'a pas véritablement de portée. Le juge financier pourra déclarer co-responsable à la fois un délégataire de fonction et un délégataire de signature pour une même infraction. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et en droit pénal aussi, d'ailleurs. Il y a bien sûr la notion de complicité. Et celui qui a le devoir de surveillance, ou le devoir de contrôle, qui n'a pas exercé son contrôle et sa surveillance, par exemple en matière de marché public, donc celui qui signe le marché n'est pas, celui qui a la délégation de signature, n'est pas forcément le seul responsable. Au regard du juge pénal, le juge pénal pourra remonter au-dessus le supérieur hiérarchique qui a laissé faire, qui n'a pas surveillé notamment la procédure d'attribution du marché. Donc ce n'est pas celui qui signe en bout de chaîne qui est le seul responsable. Eh bien, le juge financier aura le même raisonnement. Celui qui est en bout de chaîne, celui qui signe, n'est pas forcément le seul responsable. Alors, ce qui me permet d'aborder donc les points saillants dans la deuxième partie du cahier, qui est le champ des justiciables. Alors, l'ordonnance du 23 mars 2022, qui donc régit le nouveau régime, qui régit donc le nouveau régime de responsabilité, distingue en fait les justiciables de droit commun et les justiciables par exception. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Je commençais par les justiciables par exception, mais ça n'est pas une nouveauté. C'était déjà le cas au niveau de la CDBF, dans l'ancien régime. Mais les justiciables par exception, ce sont les ordonnateurs qui sont élus, en fait. Et également, bien sûr, les membres du gouvernement. Depuis 1948, depuis qu'existe la CDBF, les élus, les membres du gouvernement, n'ont jamais été considérés comme des responsables de droit commun. Alors, ils peuvent être justiciables par exception lorsque, par exemple, ils accordent à autrui ou à soi-même un avantage injustifié et qu'ils réquisitionnent pour ce faire le comptable public en vue de l'attribution de cet octroi d'un avantage injustifié. Alors, avantage justifié, soit en argent ou en nature, d'ailleurs. Ou lorsqu'ils accomplissent des fonctions qui ne sont pas l'accessoire obligé de leur mandat. Par exemple, lorsqu'un maire ou un président d'interco se fait attribuer la fonction de président d'une société d'économie mixte ou de président d'une association, ça n'est pas l'accessoire obligé de son mandat. Et s'il commet une infraction, je rappelle que ces sociétés, ces associations sont bien dans le champ du juge financier. S'il commet une infraction dans l'exercice de ses fonctions accessoires, eh bien, il pourra être attrait devant le juge financier. Pas en tant qu'élu, mais en tant que président de SEM ou en tant que président d'association. Mais c'est quand même l'exception. Donc, dans leur gestion administrative classique,
les maires ou tous les ordonnateurs élus ne sont pas justiciables du juge financier. Donc ça, c'est quand même important de savoir. Seuls sont responsables dans la gestion administrative classique bien les cadres administratifs, du plus haut niveau jusqu'à celui qui détient une délégation de signature. Alors, toutefois, c'est le deuxième point de la deuxième partie, les cadres administratifs, qui sont donc les justiciables de droit commun, peuvent avoir des moyens d'exonérer leurs responsabilités. Mais il faut qu'ils excipent d'un ordre écrit préalable à la prise de décision, c'est-à-dire d'avoir informé l'ordonnateur élu que l'exécution de telle ou telle dépense pose un problème, que donc, en tant que délégataire de signature, ils ne peuvent pas prendre la responsabilité, par exemple, de mandater cette dépense, voire de l'engager en amont, mais aussi de le mandater, et que donc, ils veulent bien signer à condition que l'ordonnateur élu leur en donne l'ordre écrit. Ça, c'est une première possibilité qui est offerte par l'ordonnance. Et la deuxième possibilité, c'est quand on est dans une collectivité locale, quel que soit le niveau de collectivité, de faire prendre une délibération. Alors quand je dis faire prendre une délibération, c'est par exemple le DGS qui remarque une infraction et qui suggère à l'ordonnateur principal, c'est-à-dire à son maire, de présenter donc une délibération à l'Assemblée délibérante pour passer outre l'illégalité, en espérant que, bien évidemment, la délibération étant transmise en contrôle de légalité, que le préfet ne dira rien, fermera les yeux ou laissera passer. Le comptable devra s'exécuter puisqu'il a une délibération. Je rappelle que le comptable public n'est pas juge de la légalité des délibérations. Donc dans ce cas-là, eh bien, l'infraction sera commise et je dirais que le cadre administratif qui a signé l'engagement, qui a signé le mandat, ne sera pas déclaré responsable, ne pourra pas être déclaré responsable. Voilà. Alors, les nouveautés, dans le troisième point, les nouveautés dans la sanction de la responsabilité et l'exercice des fonctions de comptable. Donc, je le disais, ce qui change pour le comptable, c'est que dans l'ancien régime, il avait une responsabilité séparée en tant qu'agent de l'État. Dorénavant, il reste bien sûr toujours comptable de l'État, mais il aura une responsabilité unifiée avec l'ordonnateur. Donc ça, c'est un premier changement. Donc il est maintenant qualifié de gestionnaire public, d'ailleurs. Préalablement, la notion de gestionnaire public ne s'appliquait qu'aux ordonnateurs, c'est-à-dire ceux qui interviennent en amont dans la chaîne d'exécution des opérations. Donc la nouvelle qualification du comptable public, c'est gestionnaire public au même titre que l'ordonnateur. Alors, il y a quelques nouveautés, bon, je ne vais pas être très long là-dessus, qui concernent le fonctionnement des comptables publics. Il n'y a plus de prestation de serment devant le juge financier. Comme vous le savez, les comptables publics sont des comptables assermentés. Dans l'ancien régime, ils devaient prêter serment devant le juge financier au niveau où ils exercent leurs fonctions, c'est-à-dire soit au niveau de la Cour, soit au niveau des chambres régionales des comptes, territoriales des comptes. Dorénavant, il y aura toujours bien évidemment la prestation de serment, en raison du caractère du statut d'indépendance que conserve le comptable public en tant que comptable de l'État, statutairement comptable de l'État, mais ils ne prêteront plus serment devant le juge financier, mais devant l'autorité administrative compétente. Par exemple, les comptables publics locaux prêteront serment devant soit le directeur régional des finances publiques, soit le directeur départemental des finances publiques, et s'ils sont comptables de l'État au niveau central devant la Cour des comptes, ou agent comptable d'un établissement public national qui a son siège au niveau central devant la Cour des comptes. Donc c'est l'autorité, alors les comptables des établissements publics d'enseignement devant le recteur d'académie, ou son représentant, évidemment. Donc c'est un premier changement qui dénote bien le changement de régime des comptables publics, et d'une certaine prise de distance, je dirais, par rapport aux juges financiers. Alors, le deuxième caractéristique qui est très important pour le partage de responsabilité, c'est que le nouveau régime supprime la notion de réserve du comptable sur la gestion de son prédécesseur.
dans l'Ancien Régime, un comptable, notamment sur les recouvrements des recettes, qui s'aperçoit lors de son installation qu'il y a des restes à recouvrer très importants qui ne sont pas assortis d'un dossier qui prouve que des diligences ont été accomplies pour le recouvrement de ces recettes, pouvait faire des réserves pour transférer la responsabilité sur la gestion de son ou de ses prédécesseurs. Ce n'est plus possible. On n'est plus dans le régime du DB, on est dans le régime de l'amende. Donc l'amende est personnelle, elle ne peut pas être transférée sur le prédécesseur. Donc la notion de réserve a perdu tout objet, tout intérêt. Voilà ce que je voulais dire sur la deuxième partie. Alors la troisième partie, donc j'en viens à la caractérisation des infractions dans le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Alors, dans cette troisième partie, comme le fait l'ordonnance, bien sûr, on distingue une infraction générale ou une infraction générique par rapport à des infractions spécifiques. La définition de l'infraction générale ou spécifique n'est pas changée par rapport à la définition de l'infraction telle qu'elle était définie dans le Code des juridictions financières par la CDBF. Il s'agit des infractions aux règles d'exécution des recettes, des dépenses ou de la gestion des biens des entités publiques ou privées qui sont soumises au contrôle des juridictions financières. Donc ça, c'est une infraction très large qui regroupe donc un certain nombre d'infractions sur l'exécution des recettes, l'exécution des dépenses ou des infractions aux règles de la gestion des biens des entités publiques ou privées. À côté de cette infraction, donc, elle est définie par l'article L131.9 du Code des juridictions financières, avec à l'appui, pour qualifier la notion de faute grave, le recours à l'article L131.10. Alors, cet article 131.9, et là c'est une nouveauté pour définir l'infraction, par rapport à l'ancien Code des juridictions financières, devant la CDBF, nous dit « L'infraction, c'est une faute grave qui occasionne à l'entité publique ou privée concernée un préjudice financier significatif. » Donc la notion de significativité n'avait jamais été employée dans les textes et par la jurisprudence du juge financier. Là, c'est véritablement une nouveauté. De même que la notion de gravité de la faute n'était pas non plus nettement caractérisée, tout au moins pour les entités appliquant les règles de la comptabilité publique. L'ancien article de la CDBF, s'agissant de la gravité de la faute, s'appliquait aux dirigeants des entreprises publiques ou des établissements publics nationaux, mais pas aux collectivités locales. Donc il y a deux caractéristiques qui vont donner lieu à une nouvelle jurisprudence pour définir l'infraction: la gravité de la faute pour toutes les entités publiques qui sont soumises aux règles de la comptabilité publique et pour l'ensemble des entités, qu'elles soient soumises ou non aux règles de la comptabilité publique, le caractère significatif du préjudice financier. Alors, la notion de préjudice financier était déjà connue, bien évidemment, par la réforme de 2011 du juge financier. Mais le caractère significatif du préjudice financier, lui, n'était pas retenu. Alors, qu'en est-il sur cette définition du caractère... Donc, l'ordonnance nous dit que le caractère significatif du préjudice financier doit être apprécié au regard de la taille du budget de l'entité concernée. Ce qui va poser, me semble-t-il, pour le juge financier, un redoutable problème d'application de ce lien qui est fait entre la taille du budget et le caractère significatif du préjudice financier. Comment le juge financier va-t-il apprécier, pour rester dans l'équité, et je pense que ce sera bien sûr un de ses soucis, comment va-t-il apprécier un préjudice financier de même montant pour une entité de petite taille par rapport à une entité de grande taille? Oui. On parle non pas de pourcentage de significatif, on parle de taille du budget. Alors, est-ce que c'est une taille en valeur absolue ou est-ce que c'est une taille en valeur relative, c'est-à-dire en pourcentage? Ça, évidemment, l'ordonnance n'en dit rien là-dessus. Donc, je pense que ce sera une difficulté pour le juge financier de prendre, bien sûr, des décisions équitables et pour retenir de ce critère significatif du préjudice financier. Voilà pour l'infraction générale. En ce qui concerne les infractions spécifiques citées par l'ordonnance, il y en a 6 en réalité.
l'échec provoqué d'une procédure de mandatement d'office. Vous savez que dans les collectivités locales, lorsqu'il y a défaut de mandatement d'une dépense obligatoire, le préfet doit intervenir, donc se substituer à l'ordonnateur défaillant, et celui-ci doit mettre en œuvre l'arrêté qui rend le mandatement obligatoire. Alors si à la réception de l'arrêté préfectoral, l'ordonnateur reste mais toujours sous le coude, l'arrêté il ne fait toujours rien, c'est une infraction spécifique. Hein. Le deuxième, c'est, je le citais tout à l'heure, l'octroi d'un avantage à justifier, qui peut donc entraîner le transfert de la responsabilité en cas de réquisition du comptable sur l'ordonnateur. Hein. La troisième infraction spécifique, c'est l'absence de production de compte dans les délais réglementaires. Pour les collectivités locales, par exemple, c'est le 31 décembre de l'exercice concerné par l'édition des comptes. Le quatrième infraction, c'est l'engagement d'une dépense sans avoir le pouvoir, c'est-à-dire sans avoir la délégation de pouvoir ou de signature. La cinquième, ce sont les infractions pour inexécution de décision de justice. Donc là, c'est pareil, comme l'ordonnateur pouvait s'asseoir sur l'arrêté préfectoral pour un mandatement d'office, s'il n'exécute pas, s'il met sous le coude et s'il tarde ou s'il n'exécute pas du tout une décision de justice qui condamne l'entité publique ou privée à une peine d'astreinte pour une exécution ou qui condamne une collectivité à indemniser un tiers et que le mandatement de cette indemnité n'intervient pas, c'est une infraction qui d'ailleurs peut entraîner la responsabilité de l'élu. Hein. C'est un cas exceptionnel où l'élu peut être déclaré responsable. Et enfin, vous avez last but not least, l'infraction pour gestion de fait qui demeure dans le nouveau régime. La gestion de fait, je rappelle, c'est le maniement ou la détention irrégulière de fonds publics au lieu et place du comptable public. Hein. L'infraction tant en recettes qu'en dépenses. Ben, cette infraction de gestion de fait, ça marque bien le maintien de la séparation dont parlait Marie-Christine tout à l'heure, de la séparation des fonctions de l'ordonnateur et du comptable. Le comptable ne peut pas s'immiscer, bien sûr, dans les fonctions de l'ordonnateur, mais réciproquement, l'ordonnateur ou un de ses agents ne peut pas s'immiscer non plus dans les fonctions de comptable, et notamment dans le maniement de la caisse. Hein. Alors, j'en viens au troisième point, qui est la peine d'amende. Donc, comme je signalais, donc, cette peine d'amende n'est pas rémissible, elle n'est pas non plus assurable. L'ordonnateur, tout ce dont peut bénéficier un ordonnateur, c'est ce qu'on appelle la protection juridique, mais qui ne joue pas pour assurer une amende. Hein. La protection juridique, si un élu ou un responsable administratif est mis en cause dans sa gestion, devant les tribunaux, la collectivité peut prendre en charge les frais de procédure. Ça, c'est la protection juridique. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle une assurance. Hein. La protection juridique n'est pas une assurance. Donc, l'assurance pour une peine d'amende caractère semi-pénal ne marchera pas. Enfin, il m'étonnerait qu'une compagnie d'assurance accepte d'assurer donc les ordonnateurs sur le risque de l'infliction d'une amende. Donc, la peine d'amende, quel peut être son montant? Le montant peut être important. Je prends par exemple le cas d'un directeur de collectivité locale qui perçoit un traitement. Alors, elle est calculée sur le montant brut, hein, et pas sur le montant net. Ça peut atteindre au maximum 6 mois du traitement brut annuel. Donc, si je prends le cas d'un directeur de collectivité, dans la moyenne, ils sont aux alentours de 100 000 euros par an en traitement brut. Bah, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros, hein, l'amende. Hein. Et le minimum pour les infractions moins graves, c'est au maximum 1 mois. Par exemple, le défaut de production de compte, ça ne peut pas être considéré comme une infraction grave. La production des comptes, d'ailleurs maintenant, c'est plus une livraison de documents papier. Hein. Ce sont des documents dématérialisés qui sont mis à disposition sur une plateforme d'archivage électronique. Hein. Donc il faut néanmoins que les délais soient respectés, de mise à disposition sur la plateforme soient respectés. Et donc s'il n'y a pas respect du délai réglementaire du dépôt des fichiers dans la plateforme des documents électroniques, là aussi il peut y avoir condamnation en amende, mais là le maximum sera d'un mois de la rémunération annuelle. Donc si je prends l'exemple de tout à l'heure, ce ne sera pas 50 000 euros, ce sera donc 100 000 euros divisé par 12. Hein.
Voilà, donc pour la peine d'amende, alors reste un dernier point sur la troisième partie du cahier, qui va couvrir le préjudice financier? Puisque dans l'Ancien Régime, en cas de préjudice financier, paiement d'une dépense, non recouvrement des recettes, c'était à la charge du comptable, hein, puisqu'il était mis en DB. Hein. Alors évidemment, avec remise gracieuse, et également intervention du cautionnement, voire de l'assurance. Hein. Bon. Mais il n'empêche que là, le principal responsable de la couverture du préjudice, en premier lieu, et ensuite, quitte au comptable à demander la remise gracieuse, c'était bien le comptable public. Hein. Dorénavant, ça n'est plus le cas. Hein. Puisque l'ordonnateur et le comptable sont conjointement responsables, eh bien, le préjudice financier ne pourra être couvert par l'État que si seul le comptable public de l'État est responsable. Et dans la plupart des cas, en matière de dépenses, ce ne sera plus le cas. Hein, puisque l'infraction, pour qu'il y ait une infraction, il faut bien que l'ordonnateur y soit pour quelque chose. Hein. Alors, en matière de recettes, par contre, là, le comptable pourrait éventuellement voir sa responsabilité seule mise en jeu. Hein. Si le titre de recette est normalement émis et que le titre a un caractère exécutoire, c'est-à-dire si l'ordonnateur ne s'oppose pas à ce qu'il y ait un engagement de poursuite, donc le comptable est armé pour engager des poursuites. S'il ne le fait pas, là, il sera seul responsable. Hein. Et donc, effectivement, l'État devra couvrir seul le préjudice, puisque le comptable est seul responsable du non-recouvrement de la recette. Alors, je passe à la quatrième partie. J'avance parce que l'heure tourne. Qui concerne donc les conditions du partage de responsabilité entre l'ordonnateur et le comptable public. Dans le partage de responsabilité, il y a un point qui me paraît essentiel, c'est le rappel des fonctions, des responsabilités de chacun. Alors je vais prendre les dépenses. Donc comme je le disais antérieurement, le principal responsable d'une dépense irrégulière me semble être l'ordonnateur, hein, qui a l'initiative de l'opération, qui engage l'opération, qui mandate l'opération. Le comptable, à l'arrivée, s'il a les pièces justificatives, doit payer. Hein, et même si les pièces sont irrégulières, à partir du moment où elles sont couvertes par le contrôle, le caractère exécutoire de ces pièces-là. Hein. Donc le contrôle de régularité, non pas de légalité, de régularité formelle des pièces justificatives me semble aller au bénéfice du comptable dans le partage de responsabilités. Alors, je ne veux pas anticiper sur ce que sera la jurisprudence. Bien évidemment, je ne suis plus membre de la Cour des comptes, mais il me semble quand même logique et raisonnable, en cas de paiement d'une dépense qui va occasionner un préjudice financier significatif, de considérer que l'ordonnateur est bien le principal responsable. Hein, puisque c'est lui qui a l'opportunité des dépenses, c'est lui qui les engage, qui les mandate. Le comptable ne peut s'y opposer que lorsqu'il y a un défaut de pièce justificative. Hein, voilà. Mais s'il y a défaut de pièce justificative, bien évidemment, il y aura aussi responsabilité du comptable. Alors, à ce niveau, je voudrais, pour la responsabilité, le partage de responsabilité du comptable, passer de nouveau la parole à Marie-Christine sur quelques nouveautés qui ne sont pas d'ailleurs tout à fait nouvelles, qui ne relèvent pas du nouveau régime, qui étaient déjà en place dans le décret GBCP, qui remonte à 2012, c'est l'existence d'un service facturier et dans certaines collectivités, mais de rares collectivités, la présence d'un contrôle partenarial avec ordonnateur comptable. Merci Paul. Oui, ces deux dispositifs qui sont des dispositifs d'organisation un peu innovantes de la gestion des dépenses entre ordonnateur et comptable existent depuis un certain nombre d'années, mais il est intéressant de les réinterroger à l'aune de la réforme sur la responsabilité gestionnaire public et à l'aune aussi du fond de la réforme, qui est vraiment, le fond de la réforme, c'est la sanction du véritable responsable de l'infraction. En matière, les deux dispositifs sont pas tout à fait les mêmes, mais ils concourent au même objectif. Pour le service facturier, on est plus sur quelque chose qui remonte un peu dans la chaîne de la dépense, qui donne un peu plus de mission au comptable public, puisque le comptable public va être en charge du traitement de la facture
Donc on n'aurait plus de mandat ou de demande de paiement. C'est la même chose, une formulation différente selon les structures publiques. Mais on aura désormais une facture à traiter. Et le point important, c'est qu'on remet sur le devant de la scène la notion de service fait chez l'ordonnateur. Le point majeur ne va pas être le mandat ou la demande de paiement chez l'ordonnateur, mais le service fait. Et le service fait, c'est particulièrement important chez l'ordonnateur. Il avait été un peu, je dirais, négligé, il est un peu négligé, mais on voit bien que dans les infractions, la jurisprudence de la CDBF, on avait dans la jurisprudence des condamnations pour service fait erroné, absence de service fait. Et donc cette notion de service fait, c'est important aussi, et c'est la responsabilité directe de l'ordonnateur. Donc lorsqu'on regarde l'organisation en service facturier, et je peux en parler d'autant plus que je suis à la tête d'un service facturier actuellement, on voit bien que le point important, c'est la constatation et la certification du service fait, la réalité du service fait. Et ça, c'est un point majeur dans cette nouvelle responsabilité qui va être remise au devant de la scène. Donc, il est important de réexaminer le service facturier à cette aune. Et de plus, moi, étant gérant un service facturier depuis plusieurs années, je suis convaincue que c'est un dispositif qui peut améliorer la gestion publique, améliorer l'ensemble de la gestion publique, ordonnateur comptable, ça favorise le partenariat aussi. Et dans le cadre de cette réforme de la gestion publique, du gestionnaire public plutôt, c'est quelque chose, c'est un plus. Donc il faut vraiment réexaminer ce dispositif service facturier à l'aune des nouvelles dispositions. Pour le contrôle allégé en partenariat, c'est un peu différent, mais c'est tout aussi intéressant. Donc moins répandu, même si on en a quand même beaucoup dans les collectivités territoriales. Mais l'idée, là, est de mettre l'ordonnateur devant ses responsabilités sur un certain nombre d'opérations. Donc ce contrôle allégé en partenariat, il concerne la dépense. Alors, contrairement au service facturier qui peut aussi concerner la recette, je ne l'ai pas mentionné, mais on l'a surtout en dépense, mais on peut l'avoir en recette également. Le contrôle allégé en partenariat, dit CAP, ne concerne que la chaîne de la dépense, peut concerner certains types de dépenses aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir sécuriser l'intégralité du cycle de la dépense. Donc, au regard de la réforme dont on parle aujourd'hui, c'est important. Parce qu'on va en parler en sixième partie. On a tout le dispositif de prévention des risques, de maîtrise du risque, qui est sous-jacent dans les dispositifs de contrôle allégé en partenariat. Donc, c'est important de pouvoir aussi réexaminer à l'aune de la réforme tous ces dispositifs de CAP et de pouvoir même les développer. Je pense qu'on a vraiment des ouvertures ordonnateurs comptables pour pouvoir capitaliser sur ces dispositifs dits innovants, mais pas si innovants que ça, puisqu'il y en a quand même depuis plusieurs années, mais de pouvoir capitaliser dessus pour renforcer les liens ordonnateurs comptables et essayer d'aller dans le sens de cette réforme qui est, dans les faits, une amélioration de la gestion publique. Merci Marie-Christine. Oui, le contrôle allégé partenarial, il est à géométrie variable selon qu'on considère les différentes sphères d'administration publique. Il fonctionne dans les administrations de l'État, puisque les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels font bien un recensement des risques, non seulement pour leurs propres opérations, mais aussi pour les opérations de l'ordonnateur. Donc, ce n'est pas une nouveauté donc, pour eux, loin de là, mais ils fonctionnent évidemment beaucoup moins dans le secteur public local. Donc là aussi, il faut bien dire de quoi on parle. Dans la sécurité sociale, je peux vous assurer, puisque dans mes missions, j'étais donc responsable de mission de contrôle de certification des comptes des organismes de sécurité sociale, et dans les CPM et dans les CAF, j'ai pu vous assurer que comme on dit maintenant, non pas le comptable, mais le directeur comptable et financier, qui
jouent des fonctions similaires aux comptables publics, participent aussi au recensement, à la maîtrise des risques, à l'identification des risques du côté de l'ordonnateur et pas uniquement au niveau des mises en paiement chez lui ou du recouvrement des recettes. Hein. Donc cette mutualisation du contrôle des risques existe déjà dans les administrations de l'État, chez beaucoup d'opérateurs aussi de l'État, des établissements publics, mais aussi dans les organismes de sécurité sociale, et beaucoup moins dans le secteur public local. Alors, j'en arrive maintenant, puisque l'heure tourne, et pour pouvoir répondre à des questions, à la 5e partie, qui est la partie d'organisation, la nouvelle organisation juridictionnelle, hein, et qui est également développée dans le cahier. La grande caractéristique, c'est la suppression de la mission de contrôle, de jugement des comptes des comptables publics locaux, je dis bien des comptables publics locaux par les chambres régionales et territoriales des comptes. Hein. Alors territoriales, pas toutes, il y a encore certains territoires d'outre-mer qui vont fonctionner avec l'ancienne législation pendant un certain temps. Mais bon, c'est Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, c'est plutôt les territoires d'outre-mer. Par contre, les départements d'outre-mer, eux, sont sous le même régime que le régime métropolitain. Hein. Alors, donc, la Chambre du contentieux va fonctionner avec des magistrats au niveau de la Cour qui vont être à parité des membres de la Cour des comptes, j'ai bien à parité, des membres de la Cour des comptes et des membres magistrats des chambres régionales des comptes. Hein. Ce qui fait que ça a permis donc aux chambres régionales des comptes de conserver malgré tout, même si elles perdent leur pouvoir de jugement des comptes, des comptables publics locaux, leur statut de juridiction, puisque certains de leurs membres, par rotation, vont pouvoir devenir membres de la chambre du contentieux de la Cour des comptes. La Chambre du contentieux de la Cour des comptes va fonctionner selon à peu près les mêmes règles de procédure que l'ancienne CDBF, Cour des disciplines budgétaires et financières. La nouveauté, encore une fois, c'est que les ordonnateurs et les comptables publics, quel que soit le niveau de leur collectivité, vont tous devoir se présenter rue Cambon à Paris. Hein. Et donc, notamment pour les comptables publics qui avaient l'habitude de se présenter lorsqu'ils étaient mis en cause devant les chambres régionales des comptes ou territoriales des comptes, vont devoir aussi se déplacer rue Cambon à Paris. Il y a l'unicité maintenant. C'est pour ça qu'on parle de régime unifié de responsabilité. Hein. Il y a unicité de la sanction, mais il y a aussi unicité maintenant du juge financier qui apprécie les infractions en première instance. Donc ça, c'est un bouleversement très très important. Alors, quelles vont être les conséquences ? Alors, les conséquences pour les ordonnateurs et les comptables, c'est qu'ils vont tous devoir se présenter rue Cambon. Et que moi, j'y vois quand même peut-être un petit problème de transparence des gestions publiques, c'est-à-dire que lorsque des comptables étaient mis en cause au niveau local, c'était parfois relayé, je dis parfois, pas toujours, ça dépend de l'importance du problème, était relayé par la presse locale. Il m'étonnerait que les comptables qui se voient condamnés par la chambre du contentieux aient un relais dans la presse locale. Donc il y aura un petit défaut de transparence de ce fait-là, des mises en cause des gestionnaires publics au niveau local. Alors, surtout la conséquence, c'est effectivement la conséquence sur l'évolution des missions des chambres régionales et territoriales des comptes qui deviennent des instances de contrôle de la gestion, d'audit de la gestion, d'audit externe de la gestion des collectivités et établissements publics locaux et maintenant d'évaluation aussi des politiques publiques locales depuis la loi 3DS d'avril 2022. Hein. Donc ça, c'est une mission qui n'est pas totalement nouvelle, puisque les chambres régionales des comptes faisaient déjà beaucoup de contrôles à portée évaluative avec la Cour des comptes. Simplement, ils ne pouvaient pas le faire, le rendre et se l'approprier. Hein. Donc seule la Cour des comptes
pouvaient s'approprier donc le travail qui a été fait en commun par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes. Maintenant, les chambres régionales des comptes vont pouvoir s'approprier certaines évaluations qui sont faites au plan local. Et elles pourront donc émettre un rapport au plan local à ce titre, ce qu'elles ne pouvaient pas faire jusqu'à présent. Je signale d'ailleurs qu'en parlant de la loi 3DS, il y a autre chose qui peut concerner les commissaires aux comptes, puisque il y a un article 211 dans la loi 3DS d'avril 2022 qui prévoit que les commissaires aux comptes des sociétés d'économie mixte doivent signaler à la CRC, au préfet et bien sûr au président de la SEM, mais aussi aux autorités de contrôle, la CRC et le préfet, les irrégularités, les inexactitudes qui relèvent dans les comptes de la société. Et de même, ce qu'ils appellent la lettre du président, c'est-à-dire quand le commissaire aux comptes a un doute sur la poursuite de l'exploitation de la société, eh bien, la lettre du président, dorénavant, de par le code de commerce qui s'impose aux commissaires aux comptes, ils devront aussi signaler aux mêmes autorités, faire une copie de la lettre du président à la CRC et au préfet. Et je signale enfin que les commissaires aux comptes, pas les experts comptables, même s'ils sont en même temps que les experts comptables, mais c'est dans leur fonction de commissaire aux comptes, ils ont maintenant la qualité pour déférer les faits susceptibles de constituer des infractions définies par la nouvelle ordonnance par le canal du procureur général près la Cour des comptes, qui transmettra ou pas d'ailleurs à la Chambre du contentieux s'il décide de poursuivre. Voilà. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Donc qualité pour déférer les faits, et ensuite devoir d'alerte qui a été donc étendu par la loi 3DS s'agissant des commissaires aux comptes de sociétés d'économie mixte. Voilà, donc j'en arrive maintenant à la sixième et dernière partie. Donc on le disait à l'instant, Marie-Christine y faisait allusion, il est très important que le contrôle, le dispositif de maîtrise des risques, de contrôle interne, comptable et financier soit étendu au maximum d'entités publiques ou privées qui sont soumis au nouveau régime, dont les ordonnateurs et les comptables sont soumis au nouveau régime de responsabilité financière, car ce dispositif de contrôle, il est fait bien sûr pour mieux maîtriser les risques, mais aussi pour pouvoir mieux décerner quels sont les acteurs qui sont à l'origine de la survenance de ces risques. Par la traçabilité des contrôles, on doit pouvoir mieux déterminer qui a contrôlé quoi ou qui n'a pas contrôlé quoi, ou qui n'a pas contrôlé quoi dans les conditions qui sont prévues par les plans de contrôle. Donc ce dispositif me paraît, la solidité de ce dispositif, son extension, me paraissent très très importants dans le nouveau régime pour faciliter ce partage de responsabilité entre les acteurs qui ont commis une infraction, dont la responsabilité, encore une fois, est partagée. Mais alors, sur ce point, je vais passer la parole à Aris Kiguidir, qui va vous présenter donc les grandes lignes de ce dispositif de contrôle interne, comptable et financier. Merci beaucoup, M. Arnu. Je peux avoir la petite commande. Merci beaucoup, Marie. Voilà, merci. Merci, bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents. Je tenais à saluer tout le groupe, M. Paul Arnu et toute l'équipe présente et ceux qui n'ont pas pu venir. Et un très grand merci à William Nahum et à toute l'Académie, notamment Marie-Amélie Calmao, pour nous avoir suivis dans tout le process de production de ces ateliers. Alors, je vais intervenir sur un petit rappel... pardonnez-moi. Voilà, je vais prendre maximum 6 minutes. J'espère que j'aurai le temps de tout dire, mais je pense que ça va le faire. Voilà, je mets le compte à rebours. Donc, mon intervention va se situer sur les points suivants. Le rappel des principes fondamentaux de la construction de la communication financière. Ça, c'était l'objet de notre précédent atelier avec le groupe du travail. Je vais aborder quelques aspects techniques. Le troisième point, le rôle des experts publics et privés et les enjeux. Alors, bien évidemment, dans mon intervention, Marie-Christine et Laure, vous pourriez évidemment intervenir.
comme on s'était dit. Voilà. Alors, les principaux rappels de notre précédente publication, c'est effectivement la communication financière dans le secteur public était fondamentale pour 3 raisons, pour une histoire d'image, de méthode et d'approche. Donc tout cela, vous le retrouverez dans le précédent cahier, avec évidemment une meilleure accessibilité à l'information, à travers évidemment tous les comptes qui sont publiés, l'amélioration permanente des audits, qui sont, je dirais, la nécessité de pouvoir vérifier tout le contrôle et toute la procédure, et ça je vais l'aborder un peu plus en détail tout à l'heure. Ce qui est très important aussi, c'est l'analyse des risques, et tout cela permettant au fur et à mesure de créer les alertes nécessaires, évidemment de mettre en valeur toute la transparence, la fiabilité et la sincérité des comptes, et pour pouvoir, in fine, obtenir la certification. Alors, plus en détail, dans les aspects techniques, évidemment les principes comptables qui sont incontournables, évidemment que ce soit l'exactitude, la non-contraction, évidemment, l'imputation, la présentation de la bonne information, la justification, la réalité, tous les principes que nous connaissons. Je n'ai pas abordé toute la méthodologie que j'ai supprimée finalement pour des raisons de temps sur le commissariat aux comptes, mais effectivement il y a un certain nombre de points qui sont quand même évoqués. Alors là, dans les aspects techniques, effectivement, la boucle d'amélioration... Alors, excusez-moi, c'est pas cette diapo, c'est la prochaine. Voilà, dans la boucle d'amélioration continue du contrôle interne financier, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut absolument suivre de manière extrêmement, je dirais, mesurée. Et j'en veux pour preuve surtout sur toute la partie traçabilité. Ce qui est important sur la partie traçabilité, qui est quand même sur le renforcement du dispositif du contrôle interne, c'est le fait d'identifier les acteurs qui sont dans tout le process, la traçabilité des opérations des écritures, la traçabilité des contrôles, l'archivage et la sauvegarde des données et leur justification, évidemment le système d'information. Ce qui nous amène à avoir cette réflexion concernant les véritables leviers du pilotage en contrôle interne. Il y a 5 degrés effectivement de leviers. On part du non fiable avec une organisation non structurée et procédures non définies, l'absence de traçabilité et de pilotage. On va vers un système informel, puis standardisé, puis évolué. Et je citerai le détail du système optimisé, qui est l'organisation structurée des procédures, documentée et traçabilité assurée, avec une réalisation de tests et de reporting vers la direction pour améliorer et maintenir en continu le dispositif. Donc c'est quand même une démarche, je dirais, contributive de tous les opérateurs, en tout cas de tous les intervenants internes et externes, afin de pouvoir effectivement contribuer à l'identification des risques et évidemment amener à une communication financière la plus fiable possible. Parmi les rôles effectivement des intervenants, il y a le rôle de l'expert comptable qui lui peut être nommé dans le secteur public sur plusieurs missions, sur les administrations centrales, le milieu hospitalier, les collectivités locales. Et on l'a vu récemment sur les candidatures aux élections politiques et présentation des comptes. C'est extrêmement important de pouvoir effectivement que chacun des intervenants professionnels externes puisse à la fois apporter toute la sécurité de contrôle et pour pouvoir effectivement établir évidemment toutes les signatures et toutes les certifications nécessaires. Laure, toi qui vas détailler plutôt cet aspect-là dans un instant. Ce que j'ai pu noter compte tenu du temps, ce qui est extrêmement important, c'est que le changement de régime tel que M. Ernu vient de le décrire, ce n'est absolument pas un changement des procédures techniques. On ne va pas réduire l'intensité des contrôles techniques, mais bien au contraire, c'est maintenir, l'améliorer, le renforcer, toutes les procédures d'alerte, les audits et le contrôle. Il y a également la dimension de maîtriser et d'adapter la cartographie de la gestion des risques selon la localité, l'entité, la nature des services, évidemment. D'un service à l'autre, on peut avoir une approche totalement différente et toujours garder en mémoire ce process d'amélioration de la communication financière.
C'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est important aussi de retenir, c'est la prévention des risques, notamment liés au préjudice économique, juridique, pardonnez-moi. Le rôle de l'intelligence juridique, de l'intelligence comptable et financière, de l'intelligence économique. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir effectivement anticiper et surtout les réduire ou bien les éviter de préférence. Il y a aussi au niveau des professionnels sur leurs responsabilités et leur diligence interne et externe. Ça, c'est extrêmement... Voilà, j'ai déjà fini mes 6 minutes. Voilà. Donc, j'en ai terminé. C'était mon dernier point. Malheureusement, je ne pourrais pas aller davantage. Mais ce qui est aussi très important, et ça, je crois que Marie-Christine, tu vas le signer tout à l'heure, c'est effectivement sur le développement local versus national, les délais et les moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir effectivement apporter un contrôle interne financier le plus opérationnel possible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pardonnez-moi, c'était très court au niveau, mais je pense avoir été à l'essentiel. Oui. Avant que Marie-Christine reprenne la parole, je voulais quand même appeler votre attention sur le fait que, encore une fois, dans le secteur public local, il ne va pas échapper que l'expérimentation de la certification des comptes a recueilli très très peu de volontariat. Sur 35 000, on va évacuer les petites collectivités, mais disons sur quelques milliers de grandes collectivités, il n'y en a que 25 qui ont été volontaires pour la certification des comptes. Hein. Et le bilan qui vient d'être fait, qui est très intéressant, la Cour a émis un rapport sur le bilan de cette première expérimentation, fait apparaître que le dispositif de contrôle interne comptable et financier est encore peu développé en réalité, hein, et donc l'effectivité du contrôle interne, même s'il est affiché, n'est pas réellement totalement développé. Hein. Et donc ça reste une faiblesse dans le secteur public local qui risque de poser des problèmes aux ordonnateurs et comptables devant le juge financier lorsqu'il s'agira de déterminer les parts de responsabilité. Hein. Mais ça, dans le secteur public local. Hein. Voilà ce que je... Donc, Marie-Christine. Tu n'as peut-être pas tout à fait la même opinion s'agissant de ta collectivité, puisque Paris, où tu as exercé, avant de la Société du Grand Paris, était une collectivité qui était... dont les comptes étaient certifiés. Donc, ça me permet de rebondir sur ce que vient de développer Paul et également Rézi, sous un aspect un peu plus pratique. Alors, pour moi, cette nouvelle responsabilité, c'est une véritable opportunité pour développer justement ces dispositifs de maîtrise de risque. Je préfère parler de maîtrise de risque plus de contrôle interne parce que c'est plus parlant pour les opérationnels sur le terrain, pour les praticiens. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'interrogations. On a énormément d'outils pour déployer des dispositifs de contrôle interne, contrôle comptable et financier. Mais après, sur le terrain, on se pose la question, c'est par où on commence, comment on fait, comment on arrive à faire sentir à tous cette exigence de déployer des outils sur le terrain pour maîtriser nos risques. Encore, c'est facile de pouvoir identifier, enfin facile, et c'est une expression un peu à l'emporte-pièce, mais on peut toujours identifier ces risques. Après, mettre en place des dispositifs pour couvrir ces risques, pour maîtriser ces risques, c'est beaucoup plus compliqué. Quels que soient les outils qu'on a, les outils sont compliqués à développer. Donc, cette responsabilité, ce nouveau dispositif qui se déploie, c'est une véritable opportunité parce que ça va nous permettre de pouvoir commencer à travailler sérieusement sur nos risques, pouvoir les identifier aussi, pouvoir savoir par où on peut commencer. En matière de responsabilité des gestionnaires publics, on ne part pas de rien puisque le nouveau dispositif, il ressemble quand même fortement au dispositif antérieur de la CDBF.
Donc on a la jurisprudence de la CDBF qui nous permet d'avoir une sorte de checklist des risques traditionnels auxquels une structure publique est confrontée. En matière de dépenses, on a tous les risques autour de la commande publique, on a de la jurisprudence sur ce qui a été conçu comme des infractions au niveau de la CDBF. Et donc c'est des points d'attention pour les structures publiques de pouvoir réaliser des prestations alors qu'un marché est clôturé. C'est tout bête. De signer un marché, celui qui signe n'a pas la délégation de signature. C'est des choses un peu... on a l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est déjà des points d'attention. Sur le service fait, il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, sur la CDBF, et de la jurisprudence sur le fait d'avoir attesté un service fait qui n'existait pas, certifié un service fait inexistant. Donc ça nous permet d'identifier un certain nombre de risques sur lesquels on va pouvoir travailler, s'assurer que ces risques sont couverts ou pas. Et derrière, il y a toute l'organisation qui doit être mise en place. Donc ça, c'est sur le volet dépenses. Sur le volet recettes, on a aussi des choses. Moi, je suis très vigilante sur tout ce qui est remise gracieuse. C'est important. Les remises gracieuses, c'est une véritable responsabilité. Il faut qu'elles soient justifiées, ces remises gracieuses. On n'accorde pas des remises gracieuses comme ça sans justification. Donc il y a la notion d'avantage injustifié à autrui par derrière qui peut apparaître, qui est une infraction, une des nouvelles infractions, et qui existait déjà du temps de la CDBF. Sur la gestion de biens, même chose, il y a des procédures à respecter. Donc il y a eu des condamnations de la CDBF autour de la gestion de biens, parce que des procédures en matière de vente de biens, de cession de biens n'étaient pas respectées. Donc tout ça, c'est des points de vigilance qui permettent aux structures publiques, autant côté ordonnateur que côté comptable public, de pouvoir déjà cerner une première checklist de risques et pouvoir se dire on va commencer à travailler là-dessus, sans pour autant prendre des outils de cartographie, de process, de cartographie de risques qui sont très compliqués à mettre en place et très longs à mettre en place. Donc c'est un premier pas qu'on peut faire, et ça, c'est cette réforme qui nous offre cette possibilité, parce qu'avec la notion de gestionnaire public qui met en quelque sorte l'ordonnateur et le comptable public dans le même bateau, on va travailler ensemble et on va pouvoir travailler sur l'ensemble de la chaîne, de la recette, de la dépense, la chaîne patrimoniale, etc. Donc ça, ce point, c'est important, et donc ça va nous aider à pouvoir construire un véritable dispositif de maîtrise des risques. Ce dispositif qui n'existe pas partout. Ça, moi, je le déplore au premier chef, mais c'est une réalité, il n'existe pas partout. Et donc, on va pouvoir commencer à travailler là-dessus en commun, ordonnateur, comptable public. Et puis, donc, autour de cette notion de checklist, on voit bien qu'il y a plein d'aides de service, que ça soit du côté public. La DGFiP a publié très récemment avec le CNFPT un guide très pédagogique sur le contrôle interne, la déclinaison du contrôle interne, comment s'y prendre. C'est un peu cet esprit de checklist, avec les points d'attention, là où sont les principaux risques et comment vous faites pour vous prémunir contre ces principaux risques. Donc c'est déjà une première chose, et c'est en ligne, c'est accessible par tout le monde, et c'est vraiment un très bon outil qui vient d'être publié. Et on peut aussi avoir de l'aide de la part d'organismes extérieurs, les experts comptables qui peuvent venir en appui, en conseil également auprès des structures publiques pour les aider à structurer un petit peu tout ce dispositif. Donc je vais peut-être laisser la parole à Laure qui va nous expliquer un peu cet aspect conseil qui peuvent être apportés par l'extérieur également. Merci Marie-Christine. L'Académie est une initiative de l'Ordre des experts comptables et nous sommes accueillis au Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Il me paraissait donc important d'apporter un éclairage sur l'impact de ce nouveau régime par rapport à la mission de l'expert comptable. Areski nous l'a bien indiqué, dans le secteur public. Les missions de l'expert comptable sont variées. Elles vont notamment sur le champ de la mission d'assistance au processus budgétaire,
mais l'expert comptable peut avoir un rôle important également en matière d'audit, d'accompagnement de la mise en place du contrôle interne. Parce que l'expert comptable a dans toutes ses missions un rôle de sécurisation de ses clients. Il va donc informer et sensibiliser ses clients. Donc on l'a vu dans le secteur public pour ceux qui appliquent les règles de la comptabilité publique, mais également les dirigeants des entités publiques et privées. Monsieur Hernu nous l'a précisé, qui n'appliquent pas les règles de la comptabilité publique, mais qui sont soumises au contrôle des juridictions financières. Leur expliquer le nouveau régime de responsabilité pour éviter donc infractions et mise en cause. Les acteurs et fonctions concernés dans le secteur public, donc le DGS, dans les plus petites structures, le secrétaire de mairie, ça va être un enjeu important pour lui. Le directeur général dans les structures parapubliques, responsable de programme. Et je voulais aussi attirer l'attention pour les experts comptables sur la vigilance à avoir par rapport aux présidents et trésoriers des associations qui interviennent en utilisant donc des fonds publics, puisqu'ils sont avant tout bénévoles. Donc, en fait, ils sont choisis parce qu'ils portent la mission de l'association. Ce sont des militants et ils n'ont pas forcément de mission de formation juridique ou financière. Donc, l'expert comptable aura une vigilance toute particulière à avoir. Autre focus sur l'impact du nouveau régime, la faute grave. Monsieur Hernu l'a évoqué précédemment. Alors, comment la définir? On peut se baser sur l'article L131-10 du CJF qui fait référence à des carences graves dans les contrôles ou des omissions et négligences répétées dans le rôle de direction des responsables. L'expert comptable donc, pourra, dans ce cadre, veiller à accompagner ses clients dans les actions à mettre en œuvre, notamment en matière de contrôle interne, soit le mettre en place, l'améliorer, élargir le dispositif, faire des tests de fiabilité, aider à la rédaction d'un livre des procédures. Concernant de nouvelles, donc les infractions spécifiques qui sont définies dans le nouveau régime, je voulais également attirer l'attention sur un point. C'est le fait que dans les infractions spécifiques figure l'engagement d'une dépense en infraction avec les règles du contrôle budgétaire ou des délégations de pouvoir de fonction ou de signature. L'expert comptable est habituellement demande les signatures bancaires. Là, on ne peut que conseiller que lui soit communiquée la copie des délégations de pouvoir, de fonction et de signature, ce qui lui permettra donc de clarifier le rôle des acteurs dans l'organigramme, d'identifier et maîtriser les risques et d'aider à une mise en conformité. Pour finir, je souhaiterais souligner que cette réforme arrive dans un contexte particulier au niveau dans le secteur public et de l'économie sociale et solidaire, dans la mesure où on assiste à de grands mouvements de concentration, des transferts de compétences dans le secteur public, donc la prise de nouvelles compétences, et avec ces nouvelles compétences, de nouvelles équipes qui n'ont pas forcément une connaissance du contrôle interne, pas de pratique ou des pratiques divergentes. Donc, l'enjeu pour l'expert comptable pourrait être vraiment d'aider à l'uniformisation du contrôle interne dans ce contexte. Et je repasse la parole à M. Hernu. Merci Laure. Avant de vous passer la parole, avant de passer la parole aux participants, pour l'instant il n'y a pas de questions en distanciel, il y aura certainement des questions dans la salle.
Je voudrais simplement attirer votre attention sur ce que je signalais dans mon avant-propos, c'est que ce cahier n'a pas l'ambition, il ne peut pas avoir l'ambition, de dire comment va être mis en œuvre effectivement ce nouveau régime. Donc son ambition, c'était de faire apparaître donc certaines difficultés, notamment j'ai dit sur le caractère significatif du préjudice financier, par exemple. Donc ce sera dans les semaines et les mois qui viennent l'application de ce nouveau régime. Donc, alors, je voulais simplement signaler à votre attention précisément les 2 premiers arrêts qui ont été rendus donc, le 11 mai et le 12 mai 2023 par la Chambre du contentieux de la Cour des comptes, dans le cas du nouveau régime, bien sûr. Donc un premier arrêt qui s'appelle Société Alpes Expo, et un second arrêt qui s'appelle SMPR, syndicat mixte du parc routier de la Réunion. Donc le premier arrêt, Société Alpes Expo, il s'agit de la mise en cause et d'un jugement rendu à l'encontre d'une dirigeante de fait d'une société donc, qui s'appelle Alpes Expo, pour avoir donc, n'ayant pas la qualité de dirigeant en titre, ayant simplement été missionné par une société prestataire dans la société Alpes Expo, sur la base donc d'un contrat de mise à disposition, mais qui n'était pas un contrat de travail de la dite société Alpes Expo, et néanmoins, cette personne s'est considérée comme un dirigeant de fait, et donc a engagé des dépenses, et ne s'est pas contenté d'engager des dépenses au bénéfice de la société, mais a aussi engagé des dépenses pour le bénéfice de son mari, figurez-vous. Et donc l'octroi d'un avantage injustifié. Et ce qui est un petit peu surprenant de dire, bon, moi je ne connais pas le dossier, mais c'est la faiblesse de l'amende qui a été infligée. C'est quand même quelque chose d'un peu gros, 3 500 € d'amende. Donc ça me paraît reconduire les peines d'amende qui étaient prononcées par la CDBF d'ailleurs. Bon, qui étaient des amendes très symboliques, le plus souvent. Et donc, vu la gravité de l'infraction, elle avait quand même signé beaucoup de contrats, dont le service était fait quand même. Donc, c'était pas au préjudice de la société, mais il y avait une infraction juridique grave, et puis surtout l'octroi d'avantages injustifiés au bénéfice de son mari. Quant aux dirigeants eux-mêmes de la société Alpes Expo, la Chambre du contentieux ne les a pas mis en cause et ne leur a pas infligé d'amende au motif que le caractère significatif du préjudice occasionné par cette dame n'était pas établi. Voilà. Bon. Et donc, comme il n'est pas établi, on n'a pas pu rapporter le montant au regard de la taille du budget de l'entité, et donc les dirigeants, le président directeur général, 2 présidents directeurs généraux d'ailleurs successifs, n'ont pas été mis en cause. Sur le deuxième arrêt, société mixte du parc routier de la Réunion, là il s'agit quand même d'un cas un petit peu particulier, d'un jugement rendu en première instance avec l'ancien régime, donc avant 2023, par la Chambre régionale des comptes de la Réunion, qui mettait en DB le comptable public de la dite Réunion au motif du paiement régulier de primes sans délibération de l'Assemblée délibérante. Donc ça, c'est un cas classique de paiement de rémunération irrégulière. Des primes sont instaurées, mais l'Assemblée délibérante ne s'est pas prononcée en amont sur l'octroi de ces primes. Donc là, il ne s'agit même pas de délibération illégale qui aurait été donc laissé passer par le contrôle de légalité, il n'y a pas de délibération du tout. Donc, la Chambre du contentieux à qui donc le dossier... Alors, il y a eu appel de la part du comptable lui-même, incriminé, et donc c'est arrivé c'est arrivé à la Cour, et comme l'appel a été fait donc après le 1er janvier 2023, c'est la Chambre du contentieux donc, qui a pris les rênes et qui a infirmé le jugement de mise en DB
du comptable public au motif que l'ordonnateur avait émis des titres pour recouvrer donc les primes indues, mais que par la suite il avait émis, après l'émission des titres, des mandats de remise gracieuse de ces titres. Et donc le comptable a été exonéré puisqu'il n'y a plus de préjudice. Le préjudice était pris en compte par la collectivité et que donc il n'y avait plus matière à condamner à l'amende pour préjudice financier, fut-il ou non significatif. Donc c'est un petit peu tordu. Et là, donc, la Chambre du contentieux a exonéré de responsabilité le comptable public et aussi l'ordonnateur, puisque les mandats étaient appuyés en justification par une délibération de l'Assemblée délibérante. Et donc, le comptable a exécuté le mandat de remise gracieuse. Il avait une délibération et au moment où la Chambre du contentieux a statué, le contrôle de légalité qui aurait pu être saisi n'avait pas été saisi par le préfet. Donc le préfet aurait pu demander le sursis exécution de la délibération en attendant que le juge se prononce et que donc le mandat ne puisse pas être exécuté. Mais ça n'a pas été fait, donc le mandat de remise gracieuse a été appliqué, et donc le préjudice à l'encontre de la collectivité, en quelque sorte, il y avait bien un préjudice, mais qui ne permettait plus d'engager la responsabilité tant du comptable que de l'ordonnateur. Absolument. Paul, pardonnez-moi pour abonder sur ce cas-là. C'était ce que dit la Cour, il en ressort que cet arrêt, le jugement est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il est reconnu un lien de causalité entre le manquement et le préjudice. Et c'est vrai que là, la causalité était absente sur ce cas. C'était relevé en première instance dans l'Ancien Régime, à l'encontre du comptable, mais plus en appel devant la Chambre du contentieux. L'heure a tourné, donc vous avez la parole pour les questions. Pas de questions en ligne? Frédéric. Frédéric Angerman. Oui, conseiller maître honoraire. Merci Paul. Merci pour cet exposé, parce qu'il est très clair, parce que c'est quand même, on le sait tous, le contrôle juridictionnel est une matière quand même qui est toute d'exécution. Les principes sont assez simples, et je sais pour l'avoir pratiqué, mais sous l'Ancien Régime. Moi, c'est juste une remarque, mais c'est pas... si vous avez des commentaires, je suis naturellement preneur, c'est pour ça que je la fais. C'est sur la fin du régime des réserves. C'est-à-dire que donc maintenant, un comptable entrant ne pourra plus dire dans les dossiers, on va dire, comptables pendant dont j'hérite, il y a quelques dossiers sur lesquels je voudrais dire que je vais les suivre, je ne refuse pas de les traiter, mais ma responsabilité, je préfère demander l'exonération de ma responsabilité parce que je considère qu'ils sont attachés quand même de problèmes. Et ça, c'est juste à ce stade, parce que je n'ai pas de conclusion là-dessus, c'est l'articulation avec la notion de faute personnelle. Parce qu'on dit, quand on l'explique bien, on dit l'une des conséquences un peu logiques a priori de la mise en place d'un nouveau régime de responsabilité est de faire tomber le principe des réserves. Moi, le point qui m'intéresse ici, mais comme je dis, ma religion n'est pas faite, c'est l'articulation avec la notion un peu de faute personnelle quand même. Parce que le nouveau comptable, il hérite de dossiers, il voit très bien que soit des diligences n'ont pas été faites, ou il a pris en charge des dossiers dont il ne possédait pas tous les éléments, je dirais, probants et qui lui posent problème ensuite pour les traiter. Et donc, c'est l'articulation. J'attends de voir comment le juge financier comment il prendra en compte.
Merci pour cette remarque frappée au coin du bon sens d'ailleurs. Effectivement, l'amende a un caractère semi-pénal. Alors en droit pénal, il y a un lien, c'est que pour être condamné, il faut être soi-même l'auteur de la faute. Hein. Et donc là, je pense, enfin je ne veux pas trop anticiper encore une fois avec la jurisprudence, mais que le comptable qui a pris, par exemple, moi je pense toujours au dossier de restes à recouvrer, hein, qui a pris des restes à recouvrer, dont certains d'ailleurs étaient prescrits, l'action en recouvrement n'ayant pas été exercée pendant les 4 ans d'émission du titre, eh bien, le juge, raisonnablement, exonérera la responsabilité du comptable entrant. Hein, parce qu'effectivement, il doit y avoir ce lien entre la faute personnelle et l'amende. Hein. Vous disiez qu'il l'exonérera, mais est-ce qu'il pourra sanctionner l'ancien qui n'a rien fait ? Il pourrait le faire, mais il ne pourra le faire que dans le délai de 5 ans. Hein, puisque la reprise, disons, de la faute, c'est que les faits ne doivent pas être antérieurs de plus de 5 ans. Hein. Mais oui, effectivement, c'est concevable. C'est tout à fait concevable. Mais alors, il y a quand même un principe, c'est que les nouvelles dispositions de l'ordonnance ne doivent pas conduire le juge à avoir une application plus sévère que ça n'aurait été le cas dans l'ancienne ordonnance. Hein. Mais dans la mesure où il est je pense notamment, parce que parfois ça se pose, quand il y a des remises de services, il y a parfois des quantités importantes de titres de recettes dont le recouvrement est prescrit. Hein, et prescrit de la faute du prédécesseur. Hein. Donc là, il me semble qu'effectivement, la mise en cause et l'amende sera tout à fait possible. Hein. Peut-être même s'il n'y a pas de réserve de la part du comptable entrant. Très brièvement, j'avais retrouvé 2 notes du ministère de l'économie. Peut-être ça répondra. Alors je vous lis, parce que je l'ai retrouvé qu'hier. La réforme conduit à une adaptation du contrôle interne financier dont la finalité passerait d'une approche exhaustive à une approche finaliste. Dans ce sens, le système de contrôle interne passerait d'une logique de recensement de tous les risques et d'action de maîtrise hiérarchisée à une logique de recensement des seuls risques significatifs auxquels seraient adossées des actions de maîtrise dans une finalité de sécurisation des procédures. L'objectif est le renforcement du fonctionnement de la chaîne financière. Les gestionnaires publics devront pouvoir s'appuyer sur les outils de diagnostic, de contrôle interne, de maîtrise des risques, d'audit interne de la chaîne financière, ainsi que sur la définition de leviers managériaux. Alors, quand on parle de leviers managériaux, c'est l'environnement de travail, c'est l'organisation de travail, c'est la coopération, l'engagement, c'est le pouvoir, la délégation, l'autorité. Donc là, l'aspect managérial est aussi très très important pour le mettre en exergue, pour mieux effectivement le préciser, je dirais en parallèle de tout le process contrôle financier. Donc il y a véritablement là une prise en compte de la responsabilité, donc je dirais même la feuille de route, la fiche de poste, qui puisse déterminer toutes les responsabilités de manière précise. Donc le levier managérial, là, est quelque chose d'assez intéressant aussi à creuser dans la réflexion. Je pense que ça va dans ce sens. Nous avons une question en ligne, je la lis. Dans les collectivités locales, quelle sera la part de responsabilité des services de gestion comptable, entre parenthèses trésorerie, dans leur implication plus grande sur le contrôle de la qualité des comptes? C'est une question délicate, mais très intéressante, parce que l'ordonnance dit que les autorités de tutelle qui n'ont pas rempli leur rôle de surveillance pourraient être attraits parmi les justiciables. Hein, voilà. Et je pense notamment, bien évidemment, aux autorités de tutelle de la DGFiP, qui s'impliquent fortement dans le contrôle de la qualité de service de la part de leurs subordonnés dans les postes comptables. Il n'est pas exclu que le juge financier puisse, dans certains cas,
vu la place qu'auront pu prendre les services de la DGFiP au niveau des RFiP ou des DFiP dans la mise en place des plans de contrôle dans certains postes comptables gérant certaines collectivités, qu'on retienne une part de responsabilité du directeur départemental ou de la personne qui est intervenue. Hein. Ça n'est pas exclu, puisque l'ordonnance rappelle très bien, c'était d'ailleurs déjà le cas avec la CDBF, mais on n'a pas de cas de jurisprudence, que les autorités de tutelle, alors je ne sais pas si dans l'autorité de tutelle on retient les autorités hiérarchiques, c'est pas tout à fait la même chose, mais parce que l'autorité de tutelle, c'est par exemple, dans le cas des établissements publics, les ministères de tutelle, hein, qui portent bien ce titre-là. Mais est-ce qu'on va considérer le DRFiP ou le DDFiP comme une autorité de tutelle alors qu'il est autorité hiérarchique? On verra bien. Hein. Mais si ça n'est pas le cas, même si je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il posait cette question, peut-être que la personne qui a posé la question en tête, donc un cas particulier, c'est vrai que les outils de contrôle de la qualité comptable dans les collectivités locales sont conçus par la DDFiP, par la DGFiP, mis en œuvre sur le plan du terrain par les DRFiP et DDFiP et par le relais des comptables publics. Hein. Mais qu'en amont, donc, la qualité des outils relève bien de la DGFiP. Hein. Je voudrais juste préciser un petit point par rapport à la question. Il faudrait regarder le lien qu'on fait entre qualité comptable et les infractions relevant du nouveau dispositif aussi. Parce que la qualité comptable, c'est très très large, c'est la fiabilité des comptes, c'est que les comptes soient réguliers, reflètent une image fidèle, etc. Donc tout le monde connaît l'article 47.2 de la Constitution. C'est la nouvelle responsabilité, les infractions qui découlent de cette nouvelle responsabilité, c'est vraiment à la marge de la qualité comptable. On peut se raccrocher en quelque sorte à certains principes de qualité comptable autour du service fait, du rattachement notamment. Service fait égale rattachement par derrière. Donc on a quelques points de raccord, mais c'est vraiment indirect. Donc il y aurait un travail à faire justement de comment intégrer la notion de qualité comptable, de fiabilité des comptes, d'image fidèle, etc. dans cette nouvelle réforme. Je pense que c'est le travail qu'il y a à faire. Et donc par rapport à la question, c'est le réflexe que j'ai par rapport à cette question. On peut pas dire, en l'état actuel des réflexions, j'ai du mal à raccorder les dispositifs justement de travaux autour de la fiabilité des comptes avec cette nouvelle réforme. Alors l'auteur de la question, je remercie de se désigner, c'est Monsieur Regnoux, qui est bien connu, je pense, de cette maison, et qui pose une question en qualité de maire, donc je pense qu'il a un cas précis. Alors en fait, il ne posait pas la question pour la DDFiP, il posait la question pour le trésorier municipal. Hein. Donc ça rejoint ce que disait Marie-Christine, c'est que le lien n'est pas évident entre la qualité des comptes et l'infraction des dépenses et des recettes. Moi, je pense quand même, en matière de recettes, que la mauvaise tenue des comptes par le comptable, par exemple sur les mauvaises imputations de titres de recettes, peut cacher certains déficits de recouvrement et que donc il peut y avoir un lien. Je pense notamment aux comptes de tiers. Hein. Mais ça n'est pas automatique. Hein. Oui, bonjour. Éric Freudenreich, je représente les experts comptables en entreprise et j'ai une question double par rapport à ce niveau de responsabilité, de la logique de certification à la clé. Je me posais la question s'il y avait des seuils de signification au-delà duquel la certification était plus particulièrement souhaitée. Et par rapport à toutes ces responsabilités, le contrôle interne, l'audit interne,
ce sont des métiers à part entière. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les chantiers de montée en compétence de tous ces agents publics sur ces sujets-là? Par exemple, un commissaire aux comptes utilise une norme qui est la 610, qui s'appuie sur les travaux de tiers, en interne ou en externe, avec certaines conditions. Alors, elles sont peut-être pas au niveau, elles font pas force de loi, mais les indicateurs, c'est est-ce qu'ils font partie, est-ce que les travaux sur lesquels on s'appuie, les personnes qui les ont réalisés, font partie des associations professionnelles correspondantes? Alors, je vais prendre un exemple un peu plus neutre. Est-ce que s'il y a des travaux d'actuariat, est-ce qu'il fait partie de l'association professionnelle des actuaires, etc., pour tous les différents corps de métier? Vous savez qu'il y a des associations aussi, l'Institut de l'audit et du contrôle interne. Il y a des certifications, par exemple le COSO qui fait référentiel en gestion de risque. Il y a beaucoup de pays en dehors de la France qui épousent ce référentiel, la France aussi, mais qui forment aux certifications internationales. Et le deuxième critère, effectivement, c'est d'avoir il y a 3 niveaux. Hein. Il y a le niveau membre d'association professionnelle, deuxième niveau disposant des certifications, qui vont au-delà, on va dire, de votre corps de compétences nécessaires pour lequel tous ces agents ont été embauchés. Voilà. Nous éclairer sur les chantiers de montée en compétences. On augmente la responsabilité, ou en tout cas on accentue la responsabilité, on s'y intéresse, on met des certifications derrière. Est-ce que la personne va avoir des formations plus particulières sur ces sujets-là? Je dirais qu'elle a sous plusieurs angles, votre question. Il y a déjà il y a le chantier certification, il y a le chantier montée en compétences. Donc le chantier montée en compétences, ça concerne principalement les agents de la DGFiP. Il y a des formations depuis plusieurs années pour justement les faire monter en compétences sur tout ce qui tourne autour du contrôle interne comptable et financier. Donc il y a des formations très régulièrement dans l'ensemble des agents. Il y a des dispositifs aussi côté État de mise en place du contrôle interne, donc ça existe côté État, et un représentant de la Cour des comptes pourrait aussi témoigner du fait que dans le cadre de la certification des comptes de l'État, il y a tout un dispositif qui est mis en place avec des cellules de qualité des comptes au niveau départemental, etc. Donc il y a vraiment un corps d'agents qui sont particulièrement compétents et sensibilisés sur le domaine du contrôle interne de la maîtrise des risques. Au niveau des collectivités territoriales, il y a aussi tout un chantier de formation. Ils sont très très actifs. Le service des collectivités locales de la DGFiP est très actif auprès de l'ensemble des comptables sur l'ensemble du territoire. Donc il y a des dispositifs de montée en compétences côté agent. Après, sur la certification et toute l'autre question autour de la connaissance des référentiels, d'audit, etc., là, je dirais un petit peu joker. Je sais qu'il y a des contacts au niveau national entre notamment la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les services de la DGFiP, mais moi, j'en sais pas beaucoup plus à mon niveau. Donc je sais qu'au niveau des GFIP, il y a des experts dans ce domaine, mais après, comment c'est décliné sur le terrain, je vais dire joker là. Oui, pardon. Oui, là je vais faire comme les autres collègues, vous remercier pour la qualité de votre travail, mais il y a un point qui me gêne. C'est que vous avez repris en l'état l'incohérence du discours sur ce nouveau régime, qui est de dire on supprime la RPP, et je suis un premier à trouver ça très bien, mais on a toujours dit et écrit à juste titre que la RPP était la clé de voûte de la comptabilité publique. Donc on supprime cette clé de voûte et on dit on ne change rien. Et au début de votre exposé, vous avez dit on applique la LOLF. Je rappelle que l'article 31 de la LOLF qui disait que les comptables publics tiennent et s'assurent la qualité des comptabilités. Hein, voilà. Oui, mais qui est repris ensuite, mais parce que je ne ferai pas l'historique après. Hein, mais donc voilà. Donc je veux dire par là, c'est qu'on considère que
on supprime les RPP, et après, vous l'avez dit au début, on reste une séparation ordonnateur et comptable. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, hein, sauf qu'effectivement, l'un a une activité et le comptable une autre activité. Mais on n'a absolument pas dit comment tout s'organise. Et la deuxième partie de votre discours, à tel point que ça se sentait bien, c'est que on a considéré... D'abord, j'ai noté qu'à aucun moment, sauf à la fin, vous n'avez parlé de comptabilité, tenue des comptes. Vous avez bien fait, alors je ne sais pas si c'était volontaire, bien fait de ne pas en parler. Vous avez parlé du contrôle interne, on a parlé du service fait, mais jamais la tenue de la comptabilité. Hein. Et je pense, et ensuite, vanter l'intérêt du service facturier qui est un peu désuet, puisque maintenant on va au-delà. Il suffit de voir l'état où en fait l'ordonnateur, à juste titre, ne s'occupe que de la commande, et tout le reste est fait, alors on va dire par délégation, par un service, disons, sous l'autorité peut-être d'un comptable et autres. On a parlé d'un contrôle partenarial qui est toujours un petit peu... voilà, on a parlé du contrôle interne, etc. Donc, sans vouloir redéfinir, alors on a parlé de gestionnaire public, qui n'est pas une notion juridique, hein, on ne l'a pas dans la LOLF, c'était des notions qu'on avait prises en appliquant la LOLF. Mais j'aime bien cette notion de gestionnaire public. Donc on a un paysage qui est totalement différent, et vous l'avez à mot couvert indirectement décrit, et on dit ouvertement, on ne change rien, on reste en 1875, quand on avait fait le décret de 1862, 1962, et le décret de 2012, qui est totalement assez marqué et daté. Voilà. Donc c'est un peu cette remarque que je voulais faire, alors que pour moi, on est quand même dans un autre univers, à tel point qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Vous l'avez fait exprès, on n'a pas parlé de la comptabilité. Le comptable qui est chargé de la qualité, de la tenue des comptes. La tenue des comptes, ce n'est pas obligatoirement à passer l'écriture, mais la qualité des comptes, vous disiez le décret de 2012, il ne le fait qu'au travers des pièces qui lui sont soumises à l'occasion des dépenses et des recettes, ce qui est une aberration. Donc, tant qu'on ne sortira pas d'une autre lecture, à tel point c'est que c'est une responsabilité de l'entité, et non pas tellement qu'il faut refaire quand même une redéfinition du rôle de chacun, en évidemment que l'ordonnateur c'est bien l'opportunité et l'autre c'est l'arrière-boutique. Voilà ce que je voulais dire. Hein, oui, Bernard, nous n'avons jamais dit que... non, mais j'ai pas pris... Mais nous n'avons jamais dit que rien ne changeait. Hein, ah bah écoute, moi je n'ai jamais parlé, enfin depuis que je suis dans les juridictions financières, je ne portais plus le discours de Bercy. Et donc, au contraire, je pense que c'est un bouleversement des relations ordonnateur-comptable. Hein. Voilà. Et alors le fait qu'on n'ait pas tenu, qu'on n'ait pas... donc, je pense quand même qu'on a parlé de comptabilité, mais un petit peu, peut-être pas assez à ton goût, mais... Je pense qu'effectivement, le lien n'est pas forcément évident entre la commission d'une infraction et puis la tenue d'une mauvaise comptabilité. Tu vois. Donc, on peut très bien avoir des comptes qui sont très bien tenus et avoir des infractions. Hein. Voilà. Donc, la qualité comptable n'est pas synonyme de l'absence d'infraction. Donc c'est pour ça c'est pour ça que non mais bon, on va pas trop poursuivre. On a passé un petit peu, mais il me semblait pas nécessaire ou indispensable de s'appuyer sur la notion de qualité comptable pour qualifier la notion d'infraction. Hein, le lien n'est pas évident. Et d'ailleurs, c'est tout le métier entre la certification des comptes, où là c'est vraiment la qualité comptable, hein, et le rôle, par exemple, qu'a le juge financier, qui, au-delà de la qualité comptable, s'interroge justement sur le contenu des décisions avec les pièces dont il dispose, les pièces justificatives des mandats et les dossiers de recouvrement des recettes. Là aussi, il peut y avoir des restes à recouvrer importants et les comptes de tiers sont parfaitement tenus. Donc il n'y a pas de discussion. De même que les imputations peuvent être justes, les crédits avoir été respectés. D'ailleurs, il y a un point qui est très important, c'est que, et ça je suis d'accord avec toi, c'est que maintenir en l'état, et ça j'ai quand même signalé au départ, hein, maintenir en l'état le décret GBCP sur les contrôles du comptable public me semble effectivement une aberration. Hein. Voilà. Si le comptable public doit avoir une responsabilité partagée
avec l'ordonnateur, il me semble que le contrôle du comptable public devra revêtir une autre nature qui considère simplement à asseoir son contrôle sur des pièces justificatives. Ça, je suis d'accord. Hein. Voilà. Mais non, mais je l'ai dit. Le contrôle formel limité à la présence des pièces justificatives. Et ça, effectivement, ça me semble de moins en moins tenable. Voilà. Pour compléter, parce que je partage un tout petit peu ce qui a été dit là, c'est quand moi j'ai lu c'est-à-dire c'est en fait la manière, pour faire simple, hein, c'est pas, je ne peux pas lancer ce débat, en lisant le travail qui a été fait, que nous avons fait là, c'est vrai qu'il, d'une certaine manière, je dirais, il manque à la fin une dernière partie qui est mise en perspective, ancien régime, nouveau régime, et quels sont, en termes quasiment de philosophie comptable, on va dire, ce que ça veut dire dans le régime de responsabilité financière, dans toute la sphère des finances publiques. Ça, c'est une chose. Mais moi, en fait, je vois ça, comment dire, avec une ambition, entre guillemets, plus limitée ici, c'est de faire un état des lieux précis entre l'ancien système et le nouveau, et en mettant bien le point. C'est pour ça que j'ai posé la question, ces réflexions sur les réserves, de dire voilà l'état. Et c'est à partir de ce travail que cette réflexion plus large, parce que ça je rejoins, hein, la RPP, la suppression de la RPP, on va dire, c'est un système, c'est clé de voûte, effectivement clé de voûte, parce que moi j'ai travaillé pendant peut-être 40 ans là-dessus, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais je ne pense pas que l'ambition et l'objet ici de ce travail est de dire, d'en tirer soit des conclusions, c'est plutôt de faire un état des lieux des choses et à partir duquel on peut commencer vraiment à réfléchir. Parce qu'il reste encore maintenant la mise en œuvre et l'interprétation par le juge et l'ensemble des acteurs de ce nouveau régime. Alors, la seule ambition de ce cahier, ça a été, et ça ne vous échappera pas, c'est moi qui ai fait la proposition à M. Nahum de développer et j'ai dit, il faut que le travail soit fait en commun, expert public, expert privé. Hein. Et donc, en fait, c'était en quelque sorte informer ou mieux informer les experts comptables, les commissaires aux comptes sur le passage à un nouveau régime qui va entraîner un changement, un bouleversement considérable des relations traditionnelles classiques entre ordonnateurs et comptables. Hein. Et donc, bon, c'est un petit peu, en fait, c'est un rôle d'alerte en quelque sorte pour les experts, pas publics puisqu'ils connaissent bien ils connaissaient bien l'ancien régime, mais pour les experts privés qui ne connaissaient pas forcément aussi bien cet ancien régime pour percevoir donc toutes les incidences que va avoir le nouveau régime. Hein. Je me permets d'insister parce que c'est un point important. Déjà, on l'a retrouvé au niveau qu'on a réécrit le décret de 2012. Le discours officiel était de dire on reste, on ne change rien. Ce qui me désole, c'est que 10 ans après, c'est toujours le même discours. Or, on voit bien que pour faire évoluer les mentalités, même faire évoluer le réseau, ce qu'il en reste, s'il n'y a pas au niveau hiérarchique, au niveau le plus haut, un discours et une vision mon comptable me gêne, parce que, enfin, mettons comptable, pas public, s'il n'y a pas une vision en haut qui est donnée, les esprits ne peuvent pas évoluer, les mutations ne peuvent pas se faire. Hein. On parle de contrôle interne tout de suite, mais c'est totalement déconnecté de la réalité, alors que c'est essentiel. Mais je veux dire, ce qui m'a gêné, on a bien parlé du contrôle interne, mais là, dans le secteur local, la tenue des comptes, moi je ne vois rien qui traite réellement de cette question-là. Parce qu'on est coincé sur cette vision historique de séparation ordonnateur et comptable. Donc, tant qu'on n'aura pas officiellement, à chaque fois on me dit il faut attendre que ça se monte, ok. Tant qu'on n'aura pas dessiné les contours de cette nouvelle évolution, je crois qu'il sera difficile de faire évoluer les mentalités sur le terrain, etc. Bien, merci beaucoup, M. Adam. Est-ce que j'aurais compris qu'il faudrait réadapter la comptabilité par rapport au nouveau ? Je veux dire, nos anciens, en 1870, etc., donc, oui, avaient mis en place un système cohérent. Et je veux dire, le système de la comptabilité publique était très cohérent et Gilbert Deveau l'a parfaitement décrit, etc. Bon, là,
on reste dans l'image, et même un premier slide, on reste sur le décret, vous avez présenté le décret de 2012, on reste dans une vision, et on continue à être comptable public d'ordonnateur, alors que, en fait, on ne commence même pas à essayer de décrire un nouveau système avec sa cohérence et sa logique. C'est ça qui me gêne. Et selon vous, M. Adam, ce serait du travail de qui de le faire? Ce serait au Conseil de l'Ordre, ce serait à la compagnie, ce serait à la Cour des comptes, ce serait... Le Conseil de l'Ordre n'a pas à se substituer à Bercy. À Bercy, voilà, on est d'accord. Voilà, et tant que Bercy ne veut pas bouger, ça ne peut pas. On est d'accord, c'est la tutelle. On a une question en ligne qui est la suivante. Qu'en est-il, alors question qui est partagée par M. Rognoux, mais qui est faite par un autre auteur, me semble-t-il. Qu'en est-il de la responsabilité du service informatique lié à la comptabilité, forcément, qui aurait contribué à mettre en place des solutions informatiques visant à dissimuler des pratiques de la direction qui sont condamnables? Écoutez, dans ce cas-là, si au niveau informatique, on a mis en place des dérivatifs de fonctionnalités qui permettent d'échapper à certains contrôles et autres, bien, ça n'échappera pas au juge financier qui partagera la responsabilité au niveau de l'ordonnateur. C'est-à-dire qu'il y aura le directeur informatique qui sera certainement à trait dans les justiciables. Voilà. Encore une fois, quels sont les véritables auteurs des infractions? C'est un petit peu une enquête, oui, de caractère on instruit sans avoir le droit de perquisition, mais on instruit sur place pour voir très précisément quelle est l'origine. Par exemple, on peut dans les fonctionnalités de la comptabilité budgétaire, qui est de la responsabilité de l'ordonnateur, comme vous le savez, introduire une fonctionnalité qui permet de ne pas soumettre à la procédure d'engagement comptable certains engagements juridiques. Donc ça, c'est possible. Donc, si ça relève de l'informatique, évidemment, le directeur du service informatique sera impliqué. Voilà. Bon, écoutez, il n'y a plus de questions en ligne. On arrête les questions. Je pense que